Bonsoir à tous, on va commencer Fête fatale de William Katz. Prologue. Il contempla sa sixième victime, fier de son œuvre. Elle était étendue là, inerte, comme les précédentes, tuée à l'aide de deux armes. Sa chevelure d'une couleur intense et lumineuse s'étalait dans l'herbe. Il savait que l'on découvrirait bientôt son corps et que la police apprendrait ainsi qu'il avait réussi une fois de plus. Il lui fallait une autre victime. Il en avait fait la promesse et il ne pouvait manquer à sa parole. Il avait déjà choisi et savait tout d'elle. Elle n'aurait pas plus de soupçons que les autres, il ne résisterait pas. Elle se contenterait elle aussi de jouer son rôle, comme si elle suivait les indications d'un metteur en scène de talent. Tout se passerait dans les temps, comme pour ses proies précédentes. Et tout serait très facile. Spencer Crosswad regardait la photo de la sixième victime avec découragement. Quelle était la clé de cette énigme? La formule? Le mobile? Comment ce monstre avait-il pu échapper à toute l'équipe de détectives chargée de l'affaire? Il savait que le tueur frapperait encore et qu'une fois de plus, il devrait affronter ses supérieurs. Rapporter un nouveau meurtre de femme et admettre que cette journée, encore, avait été stérile pour la police new-yorkaise. Mais il était décidé à tout mettre en œuvre pour éviter cela. C'était devenu une idée fixe, une obsession pour cet homme pourtant calme et tranquille. Trouver l'assassin était devenu une nécessité. Chapitre 1. New York, novembre 1980 et des poussières. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la table du petit déjeuner, dans leur grand 5 pièces donnant sur Central Park West. Samantha avait 35 ans, des yeux bleus et des cheveux châtains qu'elle portait longs. Elle était incroyablement heureuse. Depuis 8 mois, elle vivait une lune de miel avec Marty, et la seule pensée qu'un nuage pourrait menacer son mariage lui paraissait inimaginable. Certaines unions sont faites pour durer, et elle croyait avec ferveur que la leur était de ce type. Merci pour le suivi, c'est gentil. Je suis toujours sur le coup de la surprise, dit Marty. Samantha sourit, comprenant en quoi elle faisait allusion. Marty, chérie, c'est dans plusieurs semaines. C'est vrai, mais c'est la première fois que ma femme organise une soirée pour mon 40e anniversaire. Laisse-moi en profiter. As-tu fait la liste des invités? Bien sûr. Je veux inviter tous les gens qui comptent pour toi. Cela va faire pas mal de monde. Je vais m'y prendre assez tôt. Tu verras. Il n'y aura aucune défection. Sauf Mel Pierce. Il passe toujours décembre à Aspen. Eh bien, il enverra un télégramme. Samantha se pencha au-dessus de la table et fixa Marty, qui soutint comme toujours son regard. Marty, reprit-elle, es-tu absolument sûre de la date? Bien sûr. Le 5 décembre? C'est le jour de mon anniversaire. Mais c'est un jeudi. Sam, dit Marty en soupirant. Nous en avons déjà parlé. Je désire vraiment que cette soirée ait lieu le jour même de mon anniversaire, le jeudi 5 décembre. Puis il baissa les yeux et resta silencieux pendant quelques instants. Peut-être réfléchissait-il au petit discours qu'il prononcerait à cette occasion, pensa Samantha, ou à la liste des amis qu'il aimerait retrouver. Elle le regarda en songeant au changement qu'il avait apporté dans sa vie et se dit une fois de plus qu'elle avait bien de la chance. Un an plus tôt, Samantha Reardon était rédactrice dans une petite agence de publicité et arrivait à peine à payer le loyer de ce qu'elle appelait sa chambre d'étudiante, dans un quartier pauvre de Manhattan. Merci, Maïs. Les hommes qu'elle rencontrait sortaient tous de mariages ratés, des êtres meurtris et déprimés cherchant une oreille pour déverser leur histoire, quelqu'un qui prenne leur défense contre leurs mégères de femmes, les avocats complices, leurs belles familles faiseuses d'embrouilles. Samantha avait passé bien des soirées à écouter, partager la souffrance de ces hommes dont les merveilleuses unions se terminaient au bureau des divorces du tribunal. Non, cela ne lui arriverait pas. Elle cherchait désespérément un homme qu'elle pourrait aimer et qui l'aimerait, pas l'un de ces éclopés du mariage. Elle attendait, elle attendrait, comme elle l'avait toujours fait, l'homme qui lui était destiné, et ne se contenterait pas d'un à peu près. Mais elle était lasse d'attendre, fatiguée de chercher cet homme idéal. Puis un jour, au cours d'une soirée de promotion pour un livre de régime, elle rencontra Martin Everett Shaw, Marty, Marthe, M.E.
Samantha avait grandi à Long Island. Son père était avocat d'une compagnie aérienne et sa mère professeure d'anglais. Elle avait beaucoup de classe et de style, tout comme Marty, qui avait un rayonnage magnétique, pas seulement à cause de sa stature athlétique et son goût pour assortir ses chemises et ses costumes. Il avait l'air décidé. Marty pouvait traverser une pièce et faire trembler le parquet sans même remarquer qui était sur son passage. Sa voix était ferme et assurée, sans qu'il ait jamais besoin de l'élever. Il incarnait la puissance. Samantha le sentait et plongea avec délice. Elle l'imaginait debout à 6 heures du matin pour se préparer, travaillant jusqu'à 23 heures si besoin était, et tout cela s'était confirmé. Tu as un déjeuner important aujourd'hui lui demande-t-elle à la fin du repas. Je pense pas, répondit-il en pliant sa serviette avec soin. Mais en général, il me tombe toujours quelque chose dessus à la dernière minute. Si j'ai du temps, j'irai faire un tour dans une librairie. Je vais acheter ce livre-là qui vient de sortir sur la gestion des sociétés. Tu seras à l'heure ce soir? Tu plaisantes. Je te l'ai déjà dit, chérie. Lorsqu'on a sa propre affaire, on est maître de tout, sauf de son temps. Faudrait que tu vois la pile de documents. Mais personne ne peut. Non, je ne fais confiance à personne. C'était tout à fait le genre de propos que le père de Samantha aurait pu tenir. En fait, Marty lui rappelait beaucoup son père, ce qui expliquait probablement bien des choses. Marty comblait un manque que Samantha ressentait depuis l'enfance. Le foyer dans lequel elle avait grandi avait toujours été glacial. Ses parents avaient mené des vies très indépendantes et avaient peu de choses à se dire, encore moins à lui dire. Elle avait été un enfant unique, sans jamais bénéficier de l'attention exclusive que l'on reçoit généralement dans ce cas. Et si elle avait idolâtré son père, c'était de loin seulement. Elle avait eu, à sa mort, l'impression de ne pas l'avoir connu. Marty lui accordait l'attention et la reconnaissance dont elle avait tant besoin. Même dans les restaurants de luxe, où il l'invitait, il ne regardait qu'elle et s'intéressait à ce qu'elle disait, comme si le délicieux repas était secondaire. Avec ses parents, Samantha s'était sentie comme un ornement, l'enfant prétexte exigé dans tout foyer américain. Marty, lui, donnait le sentiment d'être désirée simplement pour ce qu'elle était. Elle s'identifia à lui, probablement parce qu'elle avait perdu son père pendant son adolescence, à la similitude de ce qu'ils avaient tous deux vécu, ne fit que renforcer leur lien. Samantha avait du mal à croire que cet homme si fort n'avait pas de famille du tout. Elle avait été profondément émue d'apprendre qu'il avait perdu ses parents très jeunes et qu'il avait dû vendre des abonnements à une revue pour survivre, le reste de sa famille l'ayant abandonné. Samantha l'imaginait allant de ville en ville, à la recherche de petits boulots, de représentants de commerce afin d'épargner suffisamment d'argent pour s'installer à New York et monter sa propre affaire. Maintenant, il avait une famille, ou tout du moins une femme. Il avait quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui prenait soin de lui. Samantha avait toujours imaginé qu'elle épouserait un homme issu d'une grande famille qui lui apporterait les parents qu'elle n'avait jamais eus, mais elle avait abandonné, sans regret, ce rêve pour Marty. Seuls ses yeux lui étaient impénétrables. Ses yeux vigilants et observateurs qui se détournaient parfois comme par instinct de protection. Peut-être exprimait-il la dure réalité du monde des affaires. Peut-être aussi témoignait-il de l'enfance difficile de Marty, de son sentiment de solitude qui donnait à Samantha l'envie de le protéger. Elle consacrait maintenant toute son énergie aux préparatifs de la soirée d'anniversaire. Elle n'avait pu lui emménager la surprise, car Marty partait souvent en voyage d'affaires, et elle voulait être sûre que l'invité d'honneur serait présent ce jour-là. Mais elle sut garder le secret le plus important, certaine qu'il ne le découvrirait jamais. Cela rendrait la soirée inoubliable et ferait de la fête ce qu'elle souhaitait vraiment, une vraie surprise partie, au sens propre du mot. Marty jeta un coup d'œil à sa montre, se leva et embrassa Samantha avec une affection non dissimulée, particulièrement rare chez un homme d'affaires, aussi pris par son temps et son succès. Je pars, annonça-t-il. Samantha entendit l'ascenseur s'arrêter puis redescendre. Elle alla jusqu'à la fenêtre du salon d'où elle contempla l'enchevêtrement des chemins qui traversaient Central Park. Les dernières feuilles d'automne tombaient, l'une d'entre elles semblait voler vers un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se promenait dans le parc les mains dans les poches, en direction de la 5e avenue. Ce paysage était superbe et pourtant, Samantha savait qu'il ne pouvait être l'unique responsable de l'incroyable paix intérieure qu'elle ressentait pour la première fois de sa vie.
Elle vit Marty sortir de l'immeuble et se retourner afin de lui faire signe. Il était bien le responsable de son bonheur. Elle jeta un coup d'œil circulaire à l'appartement. Il l'avait voulu moderne avec du blanc, du métal, des tubes d'éclairage indirect un peu partout. Le décor contrastait avec le bâtiment du début du siècle, très solennel avec sa façade de pierre grise et ses concierges aux gants blancs. Samantha décrocha le téléphone et composa un numéro qui lui était familier. Lynn, c'est Sam. Marty vient de partir. Tu peux passer? Lynn arriva. Elle était dans le secret et venait l'aider. À cette heure-là, Samantha savait que Marty était dans un taxi qui le conduisait au bureau. Mais personne n'était au courant de son secret à lui. Lynn Gould faisait partie de ces femmes infatigables pour qui les journées semblaient avoir 26 heures. Elle s'est dévouée pour un nombre incroyable de bonnes œuvres. Diriger une galerie de peinture et s'occuper de ses 2 jeunes enfants, le tout en étant toujours tiré à 4 épingles. Elle habitait l'appartement d'en face et était devenue la meilleure amie de Samantha depuis que celle-ci avait emménagé juste après son mariage. Lynn, avec son 1,70 m, aurait pu intimider Samantha si sa chaleur naturelle ne l'avait au contraire rapidement mise en confiance. Elle arriva quelques minutes après le coup de fil de Samantha, munie de son bloc et de son crayon. « Je suis prête !» annonça-t-elle. « Je suppose que nous allons passer la matinée à explorer le triste passé de Marty. » Samantha fit d'abord du café. « Tu ne peux pas savoir avec quelle impatience Marty attend cette soirée. Il ne cesse d'en parler. Ce matin même, je suis sûre que c'est la première fête que l'on organisera à son honneur depuis qu'il est adulte, » dit Lynn. « Comme il n'a pas de famille, c'est probablement le cas. Mais il va falloir que je revoie une soirée pour Charles. Du moins si j'arrive à le faire rester à la maison suffisamment longtemps pour couper le gâteau. »« Je t'aiderai, » promit Samantha. « Il sera aussi excité que Marty. » Et son visage eut à ce moment une expression légèrement inquiétante. « Tu es sûre que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle comme pour trouver un encouragement. « Tu plaisantes !» répliqua Lynn. « C'est génial, tu te rends compte? Plonger dans le passé de Marty, contacter ses maîtres et ses professeurs et leur demander un message pour son anniversaire. Si quelqu'un faisait cela pour moi, je serais folle de joie. J'espère simplement ne pas réveiller des souvenirs pénibles. Allons, Sam, tu sais bien ce que Marty raconte de son enfance. Elle a été difficile, bien sûr, mais ce qu'il ressent surtout, c'est de la nostalgie, comme nous tous. Non, c'est une idée formidable. » Merci, Romy, bonsoir. Lynn avait proposé d'appeler les renseignements téléphoniques pour retrouver les personnes que Marty avait connues dans d'autres régions où il était allé à l'école ou avait travaillé. Samantha, quant à elle, devait appeler les gens eux-mêmes. Cela lui permettait de gagner du temps et surtout de se sentir moralement soutenue par son amie pendant les préparatifs de la fête. Samantha put bientôt s'installer dans l'entrée, devant la petite table blanche du téléphone, pour contacter la première personne qui la reliait au passé de Marty, à ses racines dont il parlait tant. Son cœur battait de plus en plus vite. Fête fatale de William Katz. Je suis perdue. Oh, pardon. Oui, Lynn avait raison. C'était une idée formidable, de rien. Une preuve d'amour extraordinaire. Elle repensa au récit que Marty lui avait fait de ses frasques à l'Institut de journalisme de l'université où il avait appris les subtilités des relations publiques. Merci, c'est gentil. Combien de fois ne lui avait-il pas raconté comment un jour il avait, pour mettre en pratique un cours de publicité, arpenté la ville d'Avanston avec un ami en allant de magasin en magasin vendre des boîtes de graisse, de coude en emballage cadeau. Marty se vantait d'avoir obtenu 23 commandes pour lesquelles le président de l'université les obligea à présenter des excuses. Samantha obtint sa ligne. « Madil » dit la standardiste. « Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un problème assez particulier. »« Oui, madame. »« Je voudrais obtenir des renseignements sur un ancien étudiant. »« Êtes-vous un employeur ?»« Pas du tout, je suis son épouse. » Je vais vous expliquer. Mon mari est de la promotion 1966 et j'organise une soirée pour son anniversaire. À cette occasion, je voudrais réunir des anecdotes, des souvenirs de ses professeurs. Effectivement, c'est une requête assez particulière. Je sais,
répondit Samantha avec un petit rire gêné. Si cela vous dérange, non, 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 pas du tout. Donnez-moi son nom et j'irai chercher l'annuaire. En avez-vous un exemplaire? Non. Marty l'a égaré au cours d'un déménagement. Il s'appelle Martin Everett Shaw et il a eu son diplôme avec mention très bien. Shaw. Vous dites Shaw, c'est H-O-R-E? Non, Shaw, c'est H-A-W. Bien, je vais voir. Il y eut un long silence. Samantha et Lynn se regardèrent en souriant. Les préparatifs avaient enfin commencé. Elle est allée voir, chuchota Samantha à l'intention de son amie. Elle attendait l'employé s'affairer à l'autre bout du fil, comme Marty allait être heureux d'avoir des nouvelles des gens de Médille. Samantha imaginait déjà le visage radieux qu'il aurait alors. Madame, êtes-vous sûre de la promotion? Oui, pourquoi? Je ne trouve pas de Martin Shaw. Mais c'est impossible. Marty parle toujours de sa promotion de 1966. Un instant. A-t-il eu une licence ou une maîtrise? Une licence. Ah, excusez-moi. Je regardais sur l'autre liste. Tout est mélangé ici. Patientez une minute, s'il vous plaît. Samantha attendit en jetant un regard de connivence à Lynn en jouant avec son stylo pour tromper la tante. Madame? Oui. Il ne figure pas non plus sur la liste des licenciés. Il y a de toute évidence une erreur, dit Samantha. J'ai pourtant regardé l'annuaire et la liste officielle de nos étudiants diplômés. Aucun Martin Shaw n'y figure. Ne confondez-vous pas avec notre école de journalisme? Columbia, par exemple. Je sais tout de même bien où mon mari a fait ses études, répliqua Samantha avec une légère irritation, avant de se raviser en pensant qu'elle était en train de s'en prendre à une personne qui essayait de l'aider. Excusez-moi, peut-être n'est-il pas sur la liste de sa promotion. Moi je vérifie sur l'annuaire des anciens étudiants, madame, répondit aimablement l'employé. Et je viens de regarder dans les archives comptables informatisées où j'aurais dû trouver trace des règlements de ses droits universitaires. Il n'y a pas de Martin Shaw. J'ai bien trouvé un David Shaw, mais je vois qu'il est britannique. Peut-être s'est-il inscrit sous une autre identité. N'a-t-il pas changé de nom? Non, il s'est toujours appelé Shaw. Alors, je ne vois pas ce que je peux faire, dit-elle en soupirant. Samantha chercha ce qu'elle pourrait dire de plus pour sortir de l'impasse. Mon mari rédigeait la revue des étudiants. Pardon. Son nom doit bien figurer quelque part. Je vais vérifier, dit l'employé d'une voix qui commençait à perdre son calme. Je sais que ça vous dérange beaucoup, s'excusa Samantha. Non, non, non. Au fait, votre mari reçoit-il le courrier des anciens de Médille? Je ne l'ai jamais vu, dit Samantha après quelques instants de réflexion. Mais il a souvent déménagé. Tous nos anciens étudiants sont journalistes, madame, et déménagent souvent. Mais nous arrivons toujours à garder leurs traces. La voix était devenue cassante, pleine de sous-entendus, que Samantha ne saisissait pas. Elle entendait tourner des pages, de nombreuses pages. Non, dit finalement l'employé. J'ai regardé 10 numéros de journaux de l'année 1966. Quelqu'un d'autre en était responsable. Ce n'est pas possible, madame. Puis-je vous parler franchement? Lui demanda son interlocutrice sur un ton qui s'impatientait. Bien sûr, répondit Samantha, surprise par la question. Cela arrive très souvent, madame. Que voulez-vous dire? Il vaudrait peut-être mieux demander à votre mari, dit-elle avec une certaine commisération. Pourquoi donc? Eh bien, madame Shaw, il est clair que votre mari n'a jamais étudié chez nous. J'espère d'ailleurs qu'il ne se sert pas de nous comme référence dans son travail, car si cela était le cas, nous nous verrions dans l'obligation de le faire savoir. Merci beaucoup, dit Samantha en raccrochant. C'est tout de même pas croyable, lança-t-elle à Lynn. Le nom de Marty est introuvable.
Un étudiant qui a obtenu sa licence avec la mention très bien. Comment imaginer qu'il puisse y avoir des gens aussi incompétents dans une école de journalisme? Mais ce sont ces foutus ordinateurs, répondit Lynn. Son nom a probablement disparu de la disquette. Je suis sûre que cette femme n'a fait qu'appuyer sur des touches. Mais elle a vérifié sur des registres. Mais c'est ce qu'elle t'a dit. On sait bien, Sam, que ces ordinateurs font sans cesse des erreurs. Il s'était trompé complètement pour les notes de mon frère. Nous allons arranger cela. Tu as raison, dit Samantha en tentant de minimiser l'accident. Mais au fond d'elle-même, elle était partagée entre la colère et le déni d'une telle situation. Elle ne pensa pas une seconde que Marty avait pu inventer son passé. Non, cela ne lui ressemblait pas. Elle en était sûre. Elle avait déjà une idée. Elle appellerait le président de l'université et non un sous-fifre et obtiendrait ainsi son renseignement. Mais lorsqu'elle appela, on lui répondit que le président assistait à une réunion qu'il lui faudrait rappeler. Veux-tu donner d'autres coups de fil demanda Lynn. J'ai le numéro de la mairie d'Elkhart. Non, je veux d'abord régler le problème de l'université avant d'appeler sa ville natale. Mettons au point une stratégie. D'accord. Samantha allait chercher un numéro du New York Magazine dans un tiroir et montra à Lynn une publicité figurant en dernière page. Regarde, on peut faire une vidéo de la soirée d'anniversaire. C'est une très bonne idée. Tu crois que personne ne s'y opposera? Si cela dérange certaines personnes, elles pourront toujours se détourner de la caméra. Nous faisons des films, mais ce que tu proposes là est encore mieux, car il y a le son en plus. Je vais les appeler, dit Samantha en gribouillant les coordonnées. Si Marty savait ce que cela coûte, il me tuerait. Sam, répliqua Lynn. Tu dois savoir qu'un homme ne dit jamais rien si l'argent est dépensé pour lui. C'est seulement dans le cas où les femmes se font plaisir qu'ils sortent leur feu. C'est la règle, je t'assure. Mon frère, qui est avocat spécialisé dans les divorces, me l'a confirmé. Samantha et Lynn continuèrent à bavarder et établir le menu. Marty n'aimait que la viande et les pommes de terre. Le menu consisterait donc en viande et pommes de terre, le tout servi avec élégance et raffinement. Samantha rajouta quelques invités à une liste qui n'était déjà que trop longue, dans un souci évident de n'écarter aucun des nombreux amis que Marty s'était fait à New York. Elle voulait aussi un orchestre, malgré le coût exorbitant. Marty aimait la musique de Broadway et Samantha téléphona à un petit groupe de l'Institut Juilliard qui animait les soirées et dont le répertoire allait du classique à la musique pop. Pourquoi ne rappelles-tu pas le président de l'université demanda Lynn 1 heure plus tard. Samantha saisit le téléphone puis s'arrêta net. Elle voulait donner ce coup de fil, bien sûr. Elle voulait s'occuper de ce problème avec l'Institut du journaliste. Mais le regard de Lynn qui trahissait son excitation la mit mal à l'aise. Sa meilleure amie faisait probablement preuve de trop de curiosité. Et Lynn pensait-elle que Marty n'était jamais allée à Mehdi? Non, elle n'était pas comme cela. Elle était beaucoup trop loyale. Mais bizarrement, Samantha n'avait pas envie que son amie soit là pendant ce coup de téléphone. Certes, c'était une confusion, une erreur, mais c'était embarrassant et gênant, même devant une intime. Que se passerait-il si le président ne parvenait pas à trouver le nom de Marty, lui non plus? Que penserait Lynn? Qu'en dirait-elle à son mari? Je n'ai pas envie d'appeler tout de suite, finit-elle par dire sèchement. Je ferai cela plus tard. Elle avait besoin de prendre des forces avant ce second coup de fil. Une seule personne pouvait la réconforter, Marty. Plus que jamais, elle avait confiance en lui. Chapitre 2. Le seul souci de Marty était de ne pas être vu par quelqu'un de sa connaissance. Pourquoi Martin Everett Shaw sortait-il du métro dans le Queens un jour de semaine vers midi? Certes, Marty ne manquerait pas de trouver rapidement une explication. Il n'était jamais pris de court, mais cette fois, il ne voulait absolument pas être remarqué. Il emprunta une rue bondée de Forest Hill, le visage fouetté par un vent glacial. Il avait horreur de ce temps. Dans son esprit se bousculaient des souvenirs flous qui faisaient monter en lui une colère bouillonnante. Il aperçut de la lumière rouge au moment précis où il descendit du trottoir, et recula immédiatement. Il essaya de chasser ses pensées tout en sachant que c'était impossible, que le film de cet épisode devrait se dérouler une fois de plus dans son esprit. Toutes les fois que cette colère se soulevait en lui, il ressentait une culpabilité énorme, puis le besoin d'agir grandissait au point de le posséder. Il vit le magasin Grandville,
l'un des plus grands du boulevard. Il n'avait pas de téléphone avant de venir pour éviter d'attirer l'attention et que l'on se souvienne de son coup de fil. Marty ne savait pas s'il trouverait ce qu'il cherchait chez Grandeville, mais se dit que, dans un magasin de cette taille, il avait de bonnes chances d'obtenir satisfaction. C'était urgent. Il avait besoin de ces objets. D'un geste automatique, il arrangea sa cravate de soie à rayures et se passa la main dans les cheveux. Et l'air correct, normal, confiant. Ne montre pas ton inquiétude. Tu vas acheter des objets que des gens achètent tous les jours. Paie comptant, pas de carte de crédit, pas de nom sur un reçu. Granville était l'un des magasins où les clients se faufilent entre les rayons dans des allées étroites et sombres et doivent se frayer un chemin entre les prises de courant, les sacs de clous et les panneaux indiquant la sortie. Marty arpenta lentement une travée, remarquant qu'il était l'un des rares clients, mais il en était tout de même suffisamment pour ne pas se faire remarquer. Il prit un air un peu perdu et appela un vendeur moustachu qui arriva d'un pas nonchalant. Vous cherchez quelque chose? Oui, dit Marty. J'ai besoin de l'une de ces douilles à visser pour y fixer une ampoule. Nous avons des milliers de douilles ici. Vous en voulez une avec une tirette? Oui, exactement. Vous voyez par là. Le vendeur était légèrement bossu et dégageait une forte odeur de tabac bon marché. Marty le suivit dans le rayon d'électricité. Le vendeur sortit une douille. Voilà, vous désirez autre chose? Un instant, répondit Marty. Prenez votre temps. La douille était une ruse. Marty achetait toujours quelques articles supplémentaires pour noyer ceux qui voulaient vraiment. J'ai besoin d'un petit marteau Roberts, dit-il enfin en craignant de ne pouvoir dissimuler son anxiété. Un quoi? Demanda le vendeur avec un mépris qu'il réservait aux clients qui ne connaissaient rien à la quincaillerie. Un Roberts, un petit marteau. Le vendeur marmonna quelque chose en hochant la tête. C'est la première fois que l'on me demande une marque précise de marteau. Un marteau est un marteau. J'ai des Stanley, des Skills, des... lequel voulez-vous? Roberts? Je n'en ai jamais vu. Mais cela existe, n'est-ce pas? Les grands yeux verts de Marty le fixaient avec une intensité incroyable. Oui, bien sûr. Oui. Où puis-je en trouver? Et vous faut celui-ci précisément? Ah, vous savez, le Stanley est mieux, il est plus... Je veux un Roberts. Le vendeur baissa les bras. Je voulais vous aider, hein. Allez chez Baker, de rue plus bas. Ils vendent des outils Roberts. Vous désirez autre chose? Une chaîne de vélo. Oui, j'ai cela. J'en veux une avec des maillons recouverts de plastique rouge. Vous ne voulez pas avec des fleurs, par hasard? Demanda le vendeur avec mépris. Marty ne répondit même pas. Elle doit être rouge? Insista-t-il. Oui, dit Marty après un instant de réflexion. Rouge, dit-il d'une voix qui avait retrouvé son autorité habituelle. J'en ai une. Le vendeur entraîna Marty dans un autre rayon et lui tendit une chaîne de vélo rouge. Marty la saisit et passa ses doigts sur les maillons comme s'il la caressait. La chaîne était lourde. C'était d'ailleurs nécessaire. Il l'enroula autour de sa main droite comme un serpent, puis il la laissa pendre. Mais il se rendit compte rapidement que son comportement bizarre attirait l'attention. Je la prends, dit-il. C'est tout. Il quitta le magasin muni d'un sac qui contenait la douille et la chaîne et se dirigea vers le magasin Becker. Tout en marchant, il rangea le sac dans sa sacoche en cuir. C'est pour toi, murmura-t-il en bougeant à peine les lèvres, comme s'il s'adressait à une personne toute proche de lui. Rien n'était visible de l'extérieur. Marty Shaw n'était qu'un homme d'affaires qui marchait dans la rue. Même Samantha n'avait aucune idée du trouble intérieur qui agitait celui qu'elle considérait comme l'homme idéal. Il jeta un coup d'œil à sa Rolex de plongée. Il était 13h46 et il avait un rendez-vous à son bureau à 15h. Il était important de ne pas être en retard pour ne pas s'attirer des questions. Il hâta donc le pas et repéra rapidement Becker, un magasin un peu plus grand que Granville. Marty entra, gêné d'être allé dans un magasin concurrent et inquiet qu'on lui demande de montrer le contenu de sa sacoche. Un panneau apposé près de la caisse annonçait en effet
nous nous réservons le droit d'examiner tous les sacs. Hiram Becker, un grand homme d'un âge certain, s'avança vers lui. Puis-je vous aider? Oui, dit Marty. Je cherche un marteau de la marque Roberts. J'ai effectivement cette marque. Ce marteau est un petit manche et la tête est peinte en blanc. Voulez-vous ce modèle précisément? Oui. C'est un cadeau pour mon fils. Cela va avec ses autres outils. Je vais voir. Je suis dépositaire de la marque. Marty sentit la tension monter en lui. Quelle perte de temps si Becker n'avait pas ce marteau. Le commerçant disparut dans son arrière-boutique puis revint avec un marteau emballé sous plastique. Le voici, dit-il. C'est le dernier. Soulagé, Marty paya rapidement les $3,98 et quitta le magasin. Personne ne lui demanda d'ouvrir sa sacoche. Il descendit Queens Boulevard en direction du métro qui le ramènerait à Manhattan. Il savait qu'il y aurait d'autres préparatifs avant le 5 décembre, mais qu'il avait encore le temps. Pour les trains, pas de problème. Il pourrait les trouver en ville. Samantha ne poserait pas de questions sur les nouveaux objets qui avaient fait leur apparition dans l'appartement. Elle était toujours tellement compréhensive. Elle était tellement parfaite. Marty monta dans la rame de métro et s'assit à côté d'une vieille femme alcoolique. Il serra la poignée de sa sacoche au point de ses doigts de verre tout blanc, puis la posa à terre entre ses pieds. Lorsque le métro approcha de la station Rockefeller Center, les yeux de Marty avaient cet air inquiet que Samantha avait souvent remarqué. Il avait peur que quelqu'un ne s'intéresse à cette élégante sacoche. Son contenu avait trop de valeur. Une fois arrivé à destination sur la 5e avenue, il commença ses achats de Noël. La société Shaw avait 4 bureaux au 12e étage du 1290 avenue des Amériques, un immeuble moderne de pierre et de métal dont le seul signe particulier était abrité un bon magasin du disque au rez-de-chaussée. Les bureaux de Marty étaient à l'opposé du style carré et fonctionnel de son appartement. Ici, tout était de lignes souples, plus un musée qu'un bureau. Les fenêtres étaient ornées de rideaux épais et l'encadrement des gravures qui décoraient les murs était passé à la feuille d'or. Tous ces choix avaient leur raison, avait-il dit à Samantha, sans jamais les lui expliquer. Avant même de le savoir, le personnel avait reconnu les pas imposants de Marty. Il poussa la grande porte en chêne en souriant. Sois décidé, se disait-il toujours. Seuls les gens décidés réussissent. Bonjour tout le monde! Des appels pour moi? Loïs Carroll, sa secrétaire de 20 ans, tendit immédiatement à Marty 4 feuillets roses auxquels il jeta un rapide coup d'œil. Que voulait CBS? Warner Wolf veut interviewer la fille qui s'occupe de la nouvelle équipe de football, dit Loïs. Comme nous représentons l'équipe, pas de ça, la coupa Marty. J'ai appelé Warner pour lui proposer autre chose. Puis il passa un autre message. Newsweek? Oui, il refuse l'histoire du procédé d'adoucissement de l'eau Rortek. Mais qu'ils aillent au diable! L'hebdomadaire le plus cité dans le monde ne connaît rien à l'eau pure. Bien. Je suppose que ce message de Princess Fashion concerne notre facture. Effectivement, oui. Martine y fit gare attention et regarda la dernière feuille. Que voulait Samantha? Que vous la rappeliez. Elle était un peu... Un peu quoi? Tendue. Malade? Non, non, juste un peu... Appelez chez moi, s'il vous plaît. Marty se précipita dans son bureau dont les murs étaient recouverts des articles qu'il avait publiés dans divers journaux et revues. Loïs lui passa immédiatement son appel, conscient de son inquiétude. Marty protégeait Samantha, se faisait du souci pour elle dans cette grande ville. Il ne cessait de demander l'avis de Loïs pour les cadeaux qu'il lui destinait et les endroits où il pourrait se les procurer. Il faisait preuve d'un dévouement que sa secrétaire trouvait inhabituel pour un homme travaillant dans le monde fou des médias. Elle rêvait de trouver un mari, comme Marty Shaw. Samantha est en ligne, annonça-t-elle. Sam? Chérie, j'ai appelé tout à l'heure, mais tu étais sortie. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. Rien du tout. Quelque chose a l'air de te tracasser. Elle n'arrivait pas à dissimuler son inquiétude à propos de l'université. Non, non, tout va bien, Marty. T'es sûre? Tu n'as pourtant pas l'habitude de m'appeler à midi.
Allons, on dirait ma mère. Je suis simplement fatiguée. Je t'ai appelé parce que j'ai commencé à prendre des dispositions pour le grand jour. J'ai trouvé un type qui fait des vidéos de ce genre d'événement. C'est formidable, non? Y vois-tu un inconvénient? Ben pourquoi donc? Cela coûte combien? Top secret, monsieur Shaw. D'accord. Il faut que je prenne des dispositions très tôt, sinon je ne te dérangerai pas en plein travail. Mais tu ne me déranges jamais, voyons, Sam. C'est si agréable à entendre. Dites-moi, monsieur Martin Everett Shaw, j'ai une autre idée. Je voudrais faire encadrer ton diplôme et l'exposer pour la soirée. Tu ne l'as jamais fait, Sam. Tu sais que je n'attache pas beaucoup d'importance à ce genre de choses. Oui, je sais, mais je suis tellement fière de toi, Marty. Je veux le crier au monde entier. Puis-je utiliser mon droit de veto? Poursuivit Marty avec un rire embarrassé. Certes, répondit Sam après un court instant d'hésitation. En tant que président, directeur général de la société Shaw, je pense que vous en avez un peu le droit. Mais Marty, tu devrais au moins partager ton diplôme. Il ne faut pas mépriser ces choses-là. Je vais m'en charger. Dis-moi simplement où il se trouve. Et je me souviens même pas de l'endroit où je l'ai rangé, avoua Marty après un long silence angoissant pour Samantha. Un frisson lui agita le corps, ce n'était pas la réponse qu'elle souhaitait. Elle n'avait jamais douté de Marty et n'était pas prête à se laisser gagner par le doute, qu'il soit émotionnel ou rationnel. Réfléchis, petit génie, lui demanda-t-elle en tentant de dissimuler son angoisse. Oh mon Dieu. Fais un effort. Samantha le suppliait de lui prouver qu'il n'avait pas inventé ses diplômes comme tant d'autres. Ah oui, dit enfin Marty avec un claquement de doigts. J'ai déménagé si souvent que je ne sais même plus où se trouvent certains papiers. Tu vois la pile de documents dans le tiroir de mon bureau? Ne me dis pas que c'est là qu'il se trouve, protesta Samantha effarée. Je plaide coupable et présente toutes mes excuses à l'Institut Médi de journalisme et au soporifique président Lawrence Krutger. Marty eut un large sourire qui dévoila sa denture irrégulière. Je vais sauver ce diplôme, soupira Samantha. Bien, je vois que tu es occupée, je te laisse. Je rentre vers 19h. Au revoir, chérie. Ils raccrochèrent. Marty était un peu déconcertée. Pourquoi Samantha l'avait-elle appelé au sujet de cette vidéo au lieu d'attendre le soir pour lui en parler? Croyait-elle vraiment que ces gens risquaient de ne pas être libres un jeudi soir de décembre? Et pourquoi s'intéressait-elle à ce bout de papier? Elle n'était en général pas le genre à paniquer. Peut-être est-ce la difficulté d'organiser une grande soirée pour la première fois? Marty n'y pensait plus. Samantha se précipita dans le bureau de Marty et fouilla dans ses papiers. Elle trouva rapidement la chemise bleue portant le sceau de l'université. Elle l'ouvrit, à la hâte, mais avec respect, et en sortit un parchemin raidi enveloppé dans un papier. Tout d'un coup, elle fut soulagée. L'employé de l'Institut s'était bel et bien trompé. Elle en avait là la preuve irréfutable. Samantha regarda longuement le diplôme et eut l'impression de faire irruption dans le passé de Marty. Martin Everett Shaw, licence S lettres, mention très bien, 16 juin 1966. Elle replaça le diplôme dans la chemise et l'arrangea dans le coffre ignifugié. Elle avait maintenant honte d'avoir demandé ce document à son mari et se promit de ne plus jamais douter de lui. Plus jamais. Elle s'assit pour poursuivre ses préparatifs, puis posa sa main droite sur son ventre. Samantha essaya de modérer son espoir de voir le 5 décembre lui apporter la confirmation d'un heureux événement, plus important encore que la soirée. Elle savait combien Marty désirait cela, et avait quelques raisons d'y croire. Elle décida donc de prendre rendez-vous avec son médecin. Pour l'instant, elle ne pouvait qu'espérer et prier. Martin Everett Shaw composa lentement la combinaison du coffre qui était encastré dans le mur de son bureau. Coucou. Il forma le 18 sur le cadran et la porte blindée s'ouvrit. Le coffre ne contenait rien d'autre qu'une enveloppe marron. Marty rangea soigneusement le marteau à la chaîne de bicyclette dans le fond et repensant au geste similaire qu'il avait accompli l'année précédente. Il se souvint également qu'il avait placé les deux objets dans le fond d'une sacoche d'appareil photographique 2 ans plus tôt.
Parle pas très français. Il contempla l'enveloppe marron, les yeux et le corps immobiles comme si elle contenait un objet sacré. Puis il la sortit du coffre et la posa au milieu des feuilles qui encombraient son bureau. Après quoi il alla fermer sa porte et tira les rideaux. Il était seul, face à lui-même, loin d'un monde sur lequel il jetait un regard différent de celui des autres. Il s'assit à sa table et ouvrit l'enveloppe. Elle contenait des coupures de journaux attachés avec un élastique, dont certaines étaient déjà jaunies et d'autres plus récentes. Elles provenaient de tous les coins du pays. Marty demanda de ne pas être dérangé à l'interphone, puis prit l'une des coupures du dessus. Il avait déjà lu bien des fois, mais en appréciait tout particulièrement le ton et le style. Il relut donc le récit et, en savourant chaque mot, la police du Connecticut a fait une découverte déconcertante aujourd'hui. C'est tout près de la nationale I-95, en effet, dans l'herbe qu'un chapitre 3. Samantha reporta une fois de plus le coup de fil à l'Institut de journalisme. Avec le diplôme de Marty, elle n'avait plus besoin de preuves, et bien que toujours offusquée par l'accueil qui lui avait été réservé lors de son premier appel, elle réagit très humainement en se plongeant dans d'autres activités. Elle réserva donc l'enregistrement dans la soirée de vidéo, puis alla chercher un nouveau grille-pain chez Gartner, dans la 72e rue, et se rendit enfin à la poste où elle acheta son timbre. Cette soirée, qui était déjà énorme dans son projet initial, devenait gigantesque. En pensant à son programme du lendemain, elle était à la fois impatiente et inquiète. Au matin, elle sauta dans un taxi dès que Marty fut parti au bureau. Elle ne lui avait pas parlé de son rendez-vous pour ne pas anticiper sur la nouvelle. Pourquoi lui donner un espoir qui se révélerait peut-être non fondé? Son cœur se mit à battre, la chamade, lorsqu'elle arriva dans Central Park, puis passa devant les magasins Alexander et Bloomingdale's. Elle aperçut les grands bâtiments blancs qui allaient jouer un si grand rôle dans sa vie et celle de Marty. Le centre hospitalier universitaire situé aux environs de la 30e rue sur la première avenue est le bâtiment le plus élégant de l'université de New York. Le taxi s'arrêta dans l'allée circulaire. Samantha paya la course et se dirigea vers l'une des tours blanches qu'elle avait aperçues au loin. Le docteur Fromer demanda-t-elle à un employé en uniforme. 516, répondit-il. Samantha prit l'ascenseur. Son cœur battait toujours à une allure folle et elle avait la gorge et l'estomac noueux. Elle se présenta à l'infirmière et attendit plus de 45 minutes avant d'être examinée. Harold Fromer approchait de la cinquantaine. Il avait une silhouette lourde et fatiguée, le menton rentré et un crâne dégarni. Mais il était calme et attentif et jouissait d'une excellente réputation. Il parlait avec naturel, en veillant à ne pas paraître trop condescendant à l'égard de ses patientes, en général très jeunes. Une fois l'examen et les tests terminés, il fit entrer Samantha dans son petit bureau d'allure classique, qu'elle considéra plus comme un refuge pour trésoriers de société que comme le lieu où devaient échanger des secrets médicaux. Qu'attendez-vous que je vous dise dit Fromer en se laissant aller dans son siège. Il prononça ces mots avec un sourire. Il connaissait Samantha depuis 12 ans. Dites-moi si nous pouvons commencer à chercher une université, répliqua-t-elle. Allez-y. C'est sûr? L'assistant du laboratoire a joué à pile ou face pour avoir la réponse. C'est tout ce que nous pouvons faire. Samantha resta extraordinairement calme. Elle n'eut ni larmes ni cris de joie, mais se sentit envahie par une sorte de sérénité liée sans aucun doute au fait que le diagnostic de Fromer n'était pas une surprise pour elle. Peut-être était-elle aussi calme parce qu'elle savait que cela la rapprochait encore plus de Marty et que, à cause de son enfance malheureuse, il se réjouirait plus que quiconque de cette nouvelle. Alors, dit-elle en montrant enfin son bonheur, que dois-je faire? Célébrer l'événement, lui répondit le médecin. N'êtes-vous pas heureuse? Bien sûr que je le suis. Votre mari désire-t-il ce bébé, lui aussi? Bien sûr. Il a participé de tout son cœur à sa conception. Fromer eut un petit rire gêné, comme toujours. Il trouvait en effet que rire n'était pas viril. Vous devrez avoir une grossesse normale, dit-il avant d'expliquer à Samantha ce qu'elle devait faire et les changements qui allaient se produire en elle. Je suppose que je suis enceinte de 2 mois, fit-elle. Exactement. Après l'échographie, je pourrai vous donner une date précise. Souhaitez-vous connaître le sexe de votre bébé? Non. Ah bon? Fromer eut l'air surpris.
Samantha, dans sa détermination, se distinguait de la majeure partie des femmes. Vous n'auriez qu'un seul prénom à trouver. Vous pourriez vous faire à l'idée. Mon mari et moi, nous sommes un peu vieux jeu. Nous voulons que cela se passe comme dans le temps. Oui, je vois, dit le médecin en tapotant son crayon sur son bureau d'un air soucieux. Me cachez-vous quelque chose demanda-t-il enfin. Que voulez-vous dire rétorqua Samantha en se contractant légèrement. Je vous ai trouvé plus tendu que d'habitude pendant l'examen. J'ai eu l'impression que vous étiez mal à l'aise lorsque vous parlez de votre mari. Il faut au contraire que vous vous décontractiez pendant cette période. Si vous avez un problème, je veux dire dans votre couple, non pas du tout. Samantha était choquée tout en sachant que Fromer était de bonne volonté. Bien. Si vous aviez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à en prendre conseil auprès d'un spécialiste. C'est des personnes qui ont des problèmes de couple décident d'avoir un bébé en pensant que cela arrangera les choses. C'est un tort. C'est mon avis de médecin. J'organise une grande fête pour Marty, dit Samantha. Je crois que ce sont ces préparatifs qui me rendent nerveuse. Je vois. Il faut rester calme, surtout pendant les 3 premiers mois, qui sont délicats. Fromer se leva de derrière son bureau et embrassa Samantha sur la joue, geste qu'il considérait comme une prérogative de gynécologue. Félicitations, lui dit-il. Tout se passera bien. Merci. Quand dois-je revenir? Dans un mois. Et tous les mois à partir de ce moment. Samantha se leva puis hésita en tripotant son sac en cuir. Nous n'avons pas parlé de... Du prix? Oui. Samantha était vraiment vieux jeu. Elle répugnait à parler argent avec son médecin. Tout est dans la brochure, dit Fromer. Une question seulement. Êtes-vous assuré? Oui, à la Croix-Bleue pour les frais médicaux généraux. Parfait. Allez annoncer la nouvelle à votre mari. Ils bavardèrent encore un instant de tout et de rien, puis Fromer raccompagna sa patiente jusqu'au couloir bruyant. En se dirigeant vers l'ascenseur, Samantha sentit que son calme s'évanouissait pour laisser la place à un bonheur sans limite. Elle se mit à sourire, sans même remarquer les regards curieux que les médecins et les patients lui adressaient. Elle posa instinctivement sa main sur son ventre lorsque d'autres personnes vinrent s'entasser dans l'ascenseur. Vous êtes enceinte? Lui demanda le médecin. Elle se sentit terriblement embarrassée et perturbée. Non, non, dit-elle. C'était la première fois qu'elle niait l'évidence. Elle quitta l'hôpital et monta dans un taxi. Ses premiers mots furent alors: Conduisez lentement. Je suis enceinte. Le chauffeur lui adressa un sourire poli et suivit ses instructions. Lynn l'attendait devant leur immeuble de Central Park West. Son instinct lui donna tous les renseignements qu'elle voulait. C'est bon, dit Samantha en descendant du taxi sous un léger crachin. Mais j'en étais sûre. Je le vois à la teinte que prend la peau en ce moment. Allons, mais oui, les médecins ont leurs méthodes, moi j'ai les miennes. Lynn se mit à rire en saisit le bras de Samantha pour entrer dans l'immeuble. Le portier leur ouvrit la porte sans prêter attention à leur joie. L'entrée de marbre illuminée par l'énorme lustre de cristal résonna du bruit de leurs talons. Il faut préparer un bon dîner, lui dit Lynn en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Pourquoi? Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Mais lorsqu'on est enceinte, on prépare un bon dîner pour annoncer la nouvelle à son mari. Tu n'as jamais vu de film, hein, c'est comme ça. Je ne vais pas l'annoncer à Marty. Quoi? Tu plaisantes? Non, j'y ai réfléchi dans le taxi, dit Samantha. Je vais le lui annoncer le soir de la fête devant tout le monde. Il va s'évanouir? Non, mais il pleurera peut-être un peu. Lynn apprécia cette idée. Avec la vidéo, ce sera un souvenir extraordinaire. Oh oui, c'est une idée géniale. Annonce-lui pendant une soirée. Moi, je l'ai dit à Charlie, chez ma mère, après une dispute. Je voudrais déjà voir la tête de Marty, dit Samantha, plus pour elle-même que pour Lynn. Juste sa tête. Elles montèrent chez Samantha. L'appartement était glacial car elle avait oublié de brancher le chauffage avant de partir. Elle tourna immédiatement le bouton du thermostat et garda son manteau. Tu veux t'allonger? Lui proposa Lynn. Encore une autre tradition. Je veux me mettre au travail, répondit Samantha. La mère héroïque. Je t'imagine tout à fait avoir ce bébé sans te faire aider. C'est ton genre, hein?
Eh bien, je t'ai trouvé d'autres numéros de téléphone. As-tu rappelé l'université? Non, je le ferai plus tard, dit Samantha, non, sans remarquer avec curiosité que son ami avait dans les yeux. D'accord, dit Lynn en cherchant son carnet dans son sac. Voici le numéro de l'école primaire George Braden Delcart, dans l'Indiana, la première école qu'a fréquenté Marty. Samantha fut ravie de se replonger dans cette atmosphère de préparatifs. Elle s'assit devant sa petite table et nota ce qu'elle voulait demander aux gens de l'école Braden. Elle savait qu'il lui faudrait être prudente. Les universités, en effet, n'arrivaient déjà pas à retrouver la trace de leur ancien étudiant, à plus forte raison les écoles primaires. Elle composa le numéro. Braden, dit une voix avec un accent du Midwest. Oui, bonjour, répondit Samantha avec un brin d'anxiété. Je vous appelle de New York. De New York. Oui, c'est au sujet de mon mari qui a fait ses études à Braden. Ah, je suppose que c'était il y a des années. Oui, à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Et vous désirez un certificat de scolarité, madame? Non, dit Samantha. J'ai une requête plutôt inhabituelle à vous faire. J'organise une soirée pour son 40e anniversaire. Bonne idée. Et je voudrais réunir les souvenirs de ses anciens maîtres et camarades. Comment puis-je obtenir le nom de ses professeurs et du directeur? Eh bien, certains enseignants sont peut-être décédés. Oui, mais le directeur est toujours là. Vraiment? Lorsque M. Cottrell est arrivé ici, il y avait une vingtaine d'années. Il est toujours chez nous. Et les enseignants? Vous trouverez les archives au dépôt régional. Nous ne gardons pas celles des 5 dernières années. Est-ce que tout le monde peut les consulter? Je veux dire que je suis prête à payer, dit Samantha en souriant, heureuse une fois de plus de se rapprocher du passé de Marty. Je vais me renseigner, madame. Cela coûte 10 $. Voulez-vous parler à M. Cottrell en attendant? Il est dans son bureau. Samantha eut un instant d'hésitation. Les directeurs l'avaient toujours intimidée. Qui s'adressait à ce genre de personnes sans y être obligée? Mais dans ce cas, c'était spécial, et elle surmonta ses craintes de petite fille. Oui, acquiesça-t-elle. J'en serais très heureuse. Quel est votre nom? Samantha Shaw. Mon mari s'appelle Martin Everett Shaw. Un instant, s'il vous plaît. Samantha entendit quelques déclics. Elle me passe le directeur, dit-elle à Lynn en mettant sa main devant le combiné. Il était déjà là du temps de Marty. Madame Shaw? Ici Lou Cottrell, annonça une voix gaie et chantante. Je me souviens très bien de votre mari. Ah bon? Demanda Samantha avec empressement. Ah oui, Shaw était un gamin terrible, un vrai diable. C'est bien Marty. Un petit garçon menu. Il était plutôt costaud maintenant. Mais vous le nourrissez trop bien alors? Probablement. Mais je suis surpris d'apprendre que Martin est à New York. C'était le genre à avoir besoin de grand air. Je regrette qu'il ne soit jamais venu nous voir. J'aimerais bien qu'il passe. Je lui dirai. Il viendra, monsieur Cottrell. Nous viendrons tous les deux. Bien. Ma secrétaire me dit que vous cherchez des souvenirs? Oui. Je vais fouiner. Mais dites-moi, avez-vous un lecteur de cassette? Oui. Je vous en ferai donc une. Formidable. Donnez-moi simplement votre adresse. Et dites à Martin que sa cour d'école est toujours à la même place. Merci beaucoup, monsieur Cottrell. Appelez-moi Lou. Nous sommes tous des adultes maintenant. Merci, Lou. Merci à vous d'avoir pensé à nous, madame Shaw. Ils se mirent à rire tous les deux. Samantha lui donna son adresse et son numéro de téléphone et lui précisa que, puisque c'était une surprise, il devrait veiller à envoyer la cassette un lundi pour qu'elle arrive en milieu de la semaine, pendant que Marty était à son bureau. Il fallait penser à tout, se dit-elle. Elle se sentit alors comme obligée d'ajouter quelque chose. Monsieur Cottrell, avez-vous le souvenir des parents de Marty? Mais je me souviens d'eux comme des gens charmants. Oui, et ils sont malheureusement morts très jeunes, alors que Marty n'était qu'un adolescent. Oh, mais c'est affreux, dit Cottrell. Oui, cela a été très dur pour Marty. Mais il a tout de même réussi à entrer à l'université. Cela m'étonne pas de lui. Bien. Merci encore, Lou. C'est formidable, dit Samantha à son amie en raccrochant. Absolument, dit Lynn. Et maintenant, prépare ton repas. Il faut que je fasse vérifier notre magnétophone. Les bandes se sont emmêlées la semaine dernière. Je ne veux pas de catastrophe le 5 décembre à cause de l'idée originale de M. Cottrell. Je connais un bon réparateur, la rassura Lynn avant de jeter un coup d'œil à sa montre Mickey Mouse qu'elle avait rapportée de Disneyland.
Et il faut que je me sauve. Je suis invitée à une soirée qui va être mortellement ennuyeuse, mais je ne peux pas manquer. C'était tout à fait dans les habitudes de Lynn. Elle partait en 30 secondes, sans même dire au revoir. Samantha se retrouva seule, heureuse d'elle-même, de Marty et de la vie. Elle avait une journée extraordinaire. Elle sortit alors la brochure du docteur Frommer et commença à la lire. On expliquait clairement les divers moyens que Frommer utilisait pour surveiller la grossesse, précisant que la mère sentait les mouvements du bébé à partir du 5e mois et mettait en garde contre les dangers du tabac et de l'alcool. Mais il y avait un paragraphe particulièrement virulent sur les risques d'un accouchement en dehors du milieu hospitalier. Frommer était irréductible sur cette question et énonçait tous les équipements d'urgence pouvant manquer à une future maman qui accoucherait chez elle. Samantha se dit qu'elle irait à l'hôpital. Elle était occupée à lire la description de la nurserie de la maternité avec une grande baie vitrée permettant à la famille de contempler les petites princes et princesses lorsque le téléphone sonna. Samantha décrocha, sûre que c'était Marty, mais ce n'était pas lui. Madame Shaw. Elle reconnut immédiatement la voix. Oh, monsieur Cottrell, Lou, c'est très gentil de me rappeler si vite. Avez-vous trouvé quelque chose à propos de mon mari? Ben, c'est justement ce sujet que je vous appelle. Un instant, je vais chercher un papier et un crayon. Ce n'est pas nécessaire, Madame Shaw. Je crains. C'est extrêmement gênant. Gênant? Oui, eh bien, vous savez, il est très facile de se tromper lorsqu'on a vu autant d'enfants. Bien sûr. Et ma mémoire, disons que je suis plutôt distrait. Lorsque vous m'avez appelé, j'ai pensé à un enfant et je croyais qu'il s'appelait Martin Shaw, mais son prénom ce n'était pas Martin, c'est Melvin, Mel Shaw. Vous ne vous souvenez pas de mon mari? On m'a dit que ses parents étaient décédés, paix à leur âme. La mère de ce garçon est toujours vivante. C'est ce qui a fait-il dans mes mémoires. Samantha sentit à quel point Cottrell était embarrassé et tenta de le mettre à l'aise. Ce n'est rien, Lou. Comment pourriez-vous vous souvenir de tous vos anciens élèves? Je suis très contente que vous m'ayez rappelé. Nous pourrons toujours consulter les archives de l'école. Peut-être même pourrons-nous avoir les souvenirs de quelques enseignants. C'est bien là le plus grave, Madame Shaw. Pardon? Ben, il n'y a aucune trace de Martin Shaw dans les archives. Quoi? J'ai été surpris aussi. Il est vrai que, de temps en temps, nous égarons le dossier d'un élève pour une année, mais tous ceux de vos maris restent introuvables. En un éclair, Samantha repensa au coup de téléphone à l'université, mais repoussa cette pensée. Partout, tout n'était qu'erreur. Elle venait de faire 2 expériences consécutives malheureuses. Martin a fait ses études à Braddon, dit-elle avec une assurance presque excessive dans la voix. Il en parle souvent. Je comprends. Alors, que pouvons-nous faire? Ben, je sais vraiment pas, Madame Shaw. Sans les dossiers, nous ne pouvons rien. Peut-être qu'ils ont été réclamés et envoyés quelque part. C'est sûrement cela, dit Samantha en se raccrochant à cette dernière hypothèse. Mais cela n'explique pas le mystère des photos. Les photos? Ouais, les photos de classe qui sont prises chaque année. Je les ai fait vérifier. Pas de Martin. Il était peut-être absent, rétorqua-t-elle. 6 années d'affilée? Il y eut un long silence pendant lequel le coup de téléphone avec l'université. Comme pendant le coup de téléphone avec l'université. Elle le rompit brutalement. Lou, qu'est-ce que cela veut dire? Cottrell eut un petit rire gêné. Eh bien, il semble que nous ayons là un petit problème. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Vous y tenez? Un frisson lui parcourut le dos. Je vous en serai reconnaissante. Eh bien voilà. Et quelquefois, voyez-vous, un enfant est issu d'une famille très modeste dont il est gêné en grandissant. Alors, il a tendance à embellir ses origines. Je vois, dit calmement Samantha. C'est pas dramatique, Madame Shaw. Il y a autour des cartes des endroits très modestes. Peut-être que Martin a-t-il pensé quelle carte présentait mieux. Je ne peux pas le croire, murmura-t-elle. Bah, si je peux vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à m'appeler, poursuivit Cottrell. Au revoir, Madame Shaw. Samantha raccrocha abasourdie.
Elle était soulagée que Lynn fût partie avant ce coup de téléphone. Non, se dit-elle, c'était pas possible. Marty ne pouvait pas dissimuler son passé. Il parlait trop souvent de Braden avec force détail. Les gens qui ont quelque chose à cacher dans un domaine ou un autre évitent ce sujet. Elle-même, dont le grand-père avait un problème d'alcoolisme, préférait ne pas parler de cela. Et puis, l'histoire de l'université s'était résolue lorsqu'elle avait retrouvé le diplôme de Marty. Non. C'était une fois de plus une question d'archives mal classées. C'était d'ailleurs compréhensible. L'école avait égaré les dossiers, les photos, et Cottrell tentait de protéger les responsables. En quelques minutes, le malaise de Samantha s'était dissipé, et elle avait la conviction que cet intermède se terminerait bien, comme le précédent. Mais elle se dit que les préparatifs avaient perdu beaucoup de leur charme. Elle attendait avec impatience de pouvoir enfin parler à quelqu'un qui se souviendrait de Marty, qui pourrait lui parler de lui et n'aurait pas égaré un pan de son passé. Marty passa une fois de plus lors du déjeuner dans les magasins. Cette fois, il se rendit à Brooklyn, sur la 13e avenue, qui était bondée de mères de famille poussant des landaux, des pickpockets, de vendeurs ambulants, proposant pour 30 $ des montres Omega en or avec garantie. L'avenue était brodée de petites boutiques disparates qui tranchaient dans ce quartier propre. Dans ce désordre organisé, Marty se sentait étranger, mais c'était là ce qu'il recherchait, comme dans le Queens. Personne ne le reconnaîtrait. Il descendit l'avenue Noire-de-Monde dans les rafales de vent glacial. Des souvenirs amers lui revinrent une fois de plus en mémoire. Des mots envahirent son esprit, des mots qu'il associait précisément aux rafales de vent. « Tu ne t'intéresses qu'à lui! Je ne compte pas !» hurlait-elle. « Moi, je ne suis rien, tout juste bonne à nettoyer, à leur essuyer la bouche. Et tu leur apportes des jouets. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec toi ?»« Allons, c'est son anniversaire. » « Cela n'arrive qu'une fois par an, Alice. »« Tu es un bon à rien. Va avec tes trains. »« Je ne suis pas un bon à rien. J'ai besoin de souffler. »« Les autres hommes n'ont pas besoin de souffler, eux. » Les mots se bousculaient dans sa tête, et Marty savait qu'il ne pourrait leur échapper tant qu'il était en vie. Il regarda les numéros dans la rue, à la recherche de Watson, un magasin bien connu de jouets et de jeux. Il avait appelé avant de venir car il était à la recherche d'un certain nombre d'articles spécifiques. La plupart étaient en stock chez Watson. Mais il était rare de tout trouver dans le même magasin. Ce n'était pas comme dans le temps. Il aperçut enfin Watson entre une laverie libre-service et un pressing dans un tronçon de l'avenue où il n'y avait pas moins de 3 boulangeries. Il fut tout de suite impressionné par l'endroit. Watson avait la réputation d'être un bon magasin de jouets qui avait des avions et des trains miniatures dans tous les coins, des maquettes impossibles à trouver et des vieux numéros de la revue Maquettes de train, ainsi que des vendeurs jeunes. Des vendeurs jeunes, mais sérieux, sachant tout sur tout. D'un bon magasin, enfin, qui était bondé de clients aimant à flâner là le samedi et à discuter de différents modèles. Puis-je vous aider demanda un jeune vendeur avec enthousiasme qui exprimait bien son désir d'assister le client. J'ai déjà appelé, répondit Marty, et j'ai parlé à Steve. Dans ce genre de magasin, on s'adressait toujours aux vendeurs par leur prénom. Oui, c'est moi. Effectivement. Il portait des lunettes et une chemise à carreaux et avait une carrure imposante. Vous étiez intéressé par la locomotive diesel. C'est cela. Veuillez me suivre par ici. Steve entraîna Marty dans un coin poussiéreux où il était entreposé les vieux trains électriques. Il reconnut les boîtes oranges et bleues des trains Lionel des années 1950 et il se dit qu'il était étonnant que les gens conservent les boîtes jusqu'au moment où ils revendaient leurs trains, parfois une génération plus tard. Voilà, dit Steve. Il sortit une boîte orange et bleue qui contenait une locomotive noire de forme carrée portant l'insigne de Santa Fe sur le côté. Santa Fe, c'est bien celle que vous recherchez? Oui, tout à fait, dit Marty en caressant l'objet. Nous avons également Chesapeake et Oyo. Non, c'est celle-ci que je cherche. Nous pouvons y mettre un fanion. Nous avons celui de... Non, Santa Fe me convient tout à fait. Bien, elle est en parfait état. Combien coûte-t-elle? 1,20 $. Parfait, je la prends. D'accord. Connaissez-vous l'attraction magnétique? Oui, j'en avais une. C'est un aimant qui fixe la locomotive sur les rails. Oui, répéta Marty. Je sais, j'en avais une. Steve l'énervait, mais il tenta de dissimuler son agacement en se souvenant toujours des clients nerveux. Voulez-vous aussi un wagon de laiterie, je crois demanda Steve. C'est exact. J'en ai un. Il n'a que 5 bidons de lait, mais il est en parfait état.
S'il marche, je le prends. Avez-vous les rails automatiques? Non, il m'en faut, répondit Marty. Aussitôt des souvenirs assaillirent son esprit. Il appuyait sur le petit bouton rouge fixé aux rails automatiques. Le type sortait du wagon de lait et déposait les bidons sur le quai. Il entendait encore le bruit du mécanisme et se souvenait de la voix qui disait: Tu es content, Francky? C'est ce que tu voulais. Une voix douce gentille qui disait: Francky, c'est pour toi. Marty semblait perdu dans une autre planète. Ça va, monsieur? Demanda Steve. Oui, bien sûr, je suis un peu fatigué. Eh oui, c'est toujours comme ça au moment des achats de Noël. Vous allez offrir cela pour Noël? C'est un beau cadeau. Non, c'est pour moi. Je suis un collectionneur. J'ai toujours aimé les trains Lionel. Mais les vieux sont encore mieux que ceux qu'ils font maintenant. C'est bien vrai, surtout à ce prix-là. Bien, dit Marty pressé. Je veux le fourgon de queue, le gris. Voici, monsieur. Un wagon de marchandises. Voilà. Vous m'avez dit au téléphone que vous ne saviez pas si vous aviez le wagon à bestiaux. J'ai vérifié, dit Steve. Nous ne l'avons pas. Il se vend très vite, vous savez. Je ne peux rien vous promettre. Marty demanda quelques autres articles et refit dans sa tête la liste de ce qui lui manquait. Steve enveloppa les objets et Marty paya en liquide la somme de 371 $. Pas de signature, pas de trace. Il se sentit tout excité d'avoir les trains en remontant la 13e avenue vers le métro. Il avait adoré ces trains, même s'il ne les avait jamais eus que quelques jours. Il se demanda même si par hasard, ce n'étaient pas précisément ceux qui lui avaient appartenu. Quelqu'un les avait probablement vendus à Watson. Il savait que cela ne datait pas d'hier, mais c'était tout de même possible. Comme il avait dit à Steve que les trains étaient pour lui, il n'avait pas pu demander d'emballage cadeau. Et pourtant, c'était nécessaire pour que son personnel croie que c'était des cadeaux pour son associé. Il ne voulait surtout pas que l'on puisse voir le nom du magasin. Il entra donc dans une boutique pour acheter du papier cadeau et de l'adhésif, puis s'assit sur un banc et un arrêt de bus et enveloppa les trains lui-même. « Je suis un bon à rien. Va jouer avec tes trains !» Ces mots hantèrent Marty une fois de plus. Il savait que ces trains ne feraient que raviver ses souvenirs. Cela s'était passé ainsi l'année dernière et l'année précédente. « Pas devant les enfants, Alice !» Tout cela avait-il causé par les trains? Non. Marty savait bien que c'était beaucoup plus grave. Il tenta une fois de plus d'effacer ses souvenirs de sa mémoire en se dirigeant vers le métro, suivi de près par 3 adolescents menaçants qui le fixaient et convoitaient ses cadeaux de Noël. Marty sentit son cœur battre de plus en plus rapidement et se hâta de franchir le tourniquet. « Joyeux Noël !» lui dit sarcastiquement l'un des jeunes gens. Le petit groupe s'éloigna, préférant des hommes plus âgés qui ne pourraient pas se défendre. Marty aperçut une religieuse qui quêtait pour un orphelinat. Les orphelins avaient toute sa sympathie et il déposa $1 dans la sébile. « Que Dieu vous bénisse !» lui dit la nonne. « Merci, ma sœur. » La chaîne, le marteau, les trains. Marty approchait du but. On était bientôt le 5 décembre. Dans les prochains jours, il serait envahi par cette sensation étrange, ce besoin auquel il savait bien qu'il ne pourrait résister. Je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.